Quel rôle pour la presse d'investigation aujourd'hui, alors que s'ouvre demain le procès des époux Fillon, 3 ans après les révélations du canard enchaîné? Nous en discutons en compagnie du journaliste au Monde Gérard Davet. Bonjour. Vous Bonjour. signez avec Fabrice Lhomme un long travail d'enquête intitulé Apocalypse, les années Fillon, c'est aux éditions Fayard. Que faut-il attendre de ce procès, Gérard Davet? Il faut en attendre d'ores et déjà le procès d'une génération, puisque François Fillon a 65 ans. Il incarne une génération passée dorénavant de la politique, c'est-à-dire celle des Sarkozy, des Alain Juppé, qui sont certes un peu plus âgés, mais qui eux-mêmes représentent la droite d'il y a quelques années. Aujourd'hui, on voit bien que la droite est en manque de chef, est en manque d'idées aussi. Elle tente de se reconstruire et ce procès, il vient souligner ces carences. Je crois d'ailleurs qu'il y a un agenda judiciaire pour 2020-2021. Un agenda extrêmement chargé, effectivement, puisqu'à partir de cet automne, il y aura le procès dit des écoutes opérées sur Nicolas Sarkozy. Et donc Nicolas Sarkozy va comparaître pour corruption. Et ensuite, quelques mois après, il y aura le procès ayant trait à l'affaire Big Malion. Une fois que toutes ces affaires-là auront été jugées, purgées, alors certes, il y aura des appels et autres, mais il n'empêche, la droite aura fini de déballer son linge sale et peut-être qu'elle pourra passer à autre chose. Alors, n'allez pas si vite en besogne, parce qu'un procès, c'est fait pour déterminer la culpabilité des individus. Gérard Davet, par exemple, sur l'affaire Big Malion, qui occupe une place importante dans la manière dont la droite a fonctionné pour la campagne de Nicolas Sarkozy, il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Non, quasiment plus. La seule incertitude est celle-ci. On le sait qu'il y a eu une triche massive, hein. On est passé de 21 ou 22 millions d'euros, c'est-à-dire le plafond des dépenses autorisées pour une campagne électorale présidentielle, à plus de 40. Donc là, il y a eu une triche massive, on le sait, via des factures qui n'étaient pas fausses, mais qui étaient totalement détournées de leur objet initial. Ce qu'on ne sait pas en revanche, et ça c'est vrai que tout à fait intéressant d'un point de vue juridique, c'est est-ce que Nicolas Sarkozy, dont la trace matérielle n'apparaît pas effectivement dans ce dossier, mais dont l'initiative personnelle apparaît un peu partout, est-ce qu'il va être reconnu coupable d'avoir poussé ses équipes à se lancer dans une course effrénée au meeting pour rattraper le retard sur François Hollande? Mais alors, il savait ou il ne savait pas? Parce qu'il y a des opinions diverses. On les trouve, par exemple, dans votre livre Apocalypse, les années Fillon, Gérard Davet. Alors, dans Apocalypse, les années Fillon, avec Fabrice Lhomme, on a effectivement eu accès à de nombreux documents judiciaires et également à de nombreux témoignages forts. Tous nous disent la même chose. Quand Nicolas Sarkozy dit qu'il ne connaissait pas le nom de la société Big Malion, ça semble assez peu plausible. En revanche, dire que c'est lui qui a mis en place ce système de factures qui ont été détournées de leur objet initial, là aussi, ça paraît assez peu plausible. En revanche, sa responsabilité en tant que candidat, celui qui signe les comptes, il était responsable légalement. C'est en tout cas le point de vue du juge qui l'a renvoyé pour cela. Mais alors, pourquoi faire ça? On fait cela, donc là, en l'occurrence, Nicolas Sarkozy, quelqu'un d'autre, parce que le candidat imagine qu'au bout du compte, eh bien, cela ne se verra pas. Bref, quel stratagème imaginer pour que finalement ce plafond de dépenses de campagne soit parfaitement explosé, sans imaginer qu'il y ait des répercussions judiciaires, Gérard Alors, il Davet? faut se souvenir que Nicolas Sarkozy a fait une course contre la montre en 2012 pour remonter l'écart qui le séparait de son opposant François Hollande. Il lui fallait donc, c'est sa méthode à lui, et c'est là qu'on pense aussi qu'il incarne quelque part une politique à l'ancienne, c'est qu'il lui fallait donc, selon lui, doubler le nombre de meetings, voire quintupler le nombre de meetings pour toucher le plus de gens possible. Et c'est donc là qu'il a vraiment incité ses équipes à mettre en place des meetings tous les 2, 3 jours. Et Jérôme Lavrieux nous le raconte de manière absolument... C'était son Il faut directeur adjoint. rappeler qui était. Son directeur adjoint de campagne. Il nous raconte explicitement comment, effectivement, il a fallu tout d'un coup tomber dans une sorte de gabegie. Et de là à dire que Nicolas Sarkozy savait concrètement qu'il y avait de plus en plus de dépenses qui étaient opérées et que donc ils allaient ponctionner le budget de l'UMP, il n'y a pas de certitude. C'est ça bien l'enjeu de ce procès, c'est qu'il n'y a pas de certitude. En revanche, la seule certitude qu'il y ait, c'est que Nicolas Sarkozy était responsable légal de cette campagne. Et puis alors on continue de parler d'argent tous les deux. Gérard Davet, 1 306 400 euros, c'est le montant des sommes perçues indûment par le couple Fillon depuis 1980. C'est une somme assez
coquette, comment se répartit-elle? Pas précisément, mais en grande masse. Alors c'est très simple là aussi. À partir de 1981, François Fillon devient député. Il succède à Joël Le Theul et là, dès 1981, dès son élection, il salarie sa femme. Il la salarie avec des contrats occasionnels. Ensuite, à partir de 1997, ça devient des contrats un peu plus sur la longue durée avec des CDI. Et tout ça, ça va durer jusqu'en 2013, avec des époques où effectivement où Madame Fillon n'a pas travaillé pour son mari, hein, puisqu'il était à Matignon. Mais il n'empêche, il y a eu de 81 à 2013 une période où Madame Fillon a été l'assistante parlementaire de François Fillon et de son suppléant, Marc Joulot, quand François Fillon était lui-même ministre. Et dans ce cas, à chaque fois, Madame Fillon était l'assistante parlementaire, qui de François Fillon, qui de Marc Joulot. Et si on additionne toutes les sommes perçues indûment, selon le juge, on arrive à 1 306 400 euros, parce que dans ce décompte, il y a aussi un élément intéressant, ce sont les enfants de François Fillon, Charles et Marie Fillon, qui eux-mêmes ont aussi été salariés. C'est pour ça qu'on parle d'une PME familiale et que les juges parlent d'une appropriation systématique. Ils ont été aussi salariés par leur père quand il était sénateur. Et enfin, pour la cerise sur le gâteau, en quelque sorte, c'est Marc Ladreit de la Charrière, le PDG de Fimalac et de la Revue des Deux Mondes, qui lui-même, à la demande de François Fillon, a salarié comme conseillère littéraire Madame Pénélope Fillon. Et lui, il l'a reconnu devant la justice, il l'a dit, effectivement, c'était un emploi fictif. Voilà, elle a peu écrit. Elle a publié 2 notes de lecture, mais le vrai truc... Bien rémunérée. Voilà, pour le moins, mais c'est pas tellement de sa faute, ça, parce qu'on a eu accès aux documents, et on le raconte dans le livre. Elle a essayé, elle a travaillé, c'est une besogneuse, Pénélope Fillon. Le vrai problème, c'est qu'elle a été rémunérée pour être conseillère littéraire, et qu'elle n'a jamais donné le moindre conseil littéraire à Marc Ladreit de la Charrière. Si on essaye de résumer l'affaire Fillon et ce que vous racontez en compagnie de Fabrice Lhomme, Gérard Davet, il y a en fait différentes strates. Bon, il y a d'abord des choses qui sont illégales, pour faire simple. Alors, ce qui était légal jusqu'à très longtemps, et ça sera une partie de la défense de François Fillon, c'est de salarier en tant qu'assistant parlementaire sa compagne, sa femme, son fils, sa fille, etc. Ça, c'était légal et ça allait rester très, très, très longtemps. Le vrai problème, c'est de déterminer l'effectivité du travail opéré par Madame Fillon et par ses enfants, d'ailleurs, Charles et Marie. Et ça, c'est compliqué aussi parce qu'il n'y a pas de fiche de poste. Vous savez, on emploie le terme fiche de poste pour les travaux, pour les boulots, et il n'y a pas de fiche de poste d'assistant parlementaire. Il y a des choses qui sont communément admise. C'est-à-dire que quand on est assistant parlementaire, on va au Parlement. On a un badge parlementaire pour y rentrer. Madame Fillon n'en avait pas. On échange constamment avec son député. Il n'y a aucune trace d'échange entre Pénélope Fillon et son mari, François Fillon, tout le temps qu'elle a été assistante parlementaire. Aucune trace d'échange de mails, de SMS, de courriers, de notes, de discours, de revues de presse. Rien d'écrit n'a jamais pu être produit. Et puis, il y a des choses, Gérard Davet, qui sont légales, mais qui sont, comment dirais-je, compliquées sur le plan moral, ou alors qui ne relèvent pas de ce que Orwell appelait la common decency, la décence commune. De quoi s'agit-il? Bien, il y a par exemple tout simplement le fait de se faire offrir des costumes à 6 500 € pièce par un avocat homme d'affaires qui s'appelle Robert Bourgi. C'est quand même compliqué quand on est candidat à la présidentielle de ne pas payer soi-même ses affaires, ses costumes. Il y a aussi le fait de mélanger, mais de manière absolument évidente, les amitiés, les affaires avec les patrons qui ont fréquenté Matignon pendant que François Fillon était, puis qui ensuite ont salarié François Fillon avec des sommes exorbitantes quand il a monté sa propre société. On est là, en fait, dans tout ce que la politique peut produire parfois d'un petit peu d'amoral ou de suspect, c'est-à-dire ces entrelacs d'intérêts bien affairés. Pourquoi? Pourquoi faire cela lorsqu'on s'appelle François Fillon, qu'on a a priori une image plutôt austère, qu'on va même dire qu'on ne peut pas imaginer le général de Gaulle mis en examen, Gérard Davet? Parce que, en fait, et ça on s'en est rendu compte au fil de l'enquête, on ne s'en est pas tenu aux énormes documents judiciaires que nous avons pu consulter, on a rencontré beaucoup de personnes qui connaissaient bien François Fillon et avec des témoignages assez invraisemblables qu'on a recueillis avec Fabrice Lhomme, dont par exemple celui de Roselyne Bachelot, proche de François Fillon, qui dit très clairement, François Fillon m'a dit un jour en 2010 qu'il voulait rester à Matignon pour l'argent. Pourquoi? Parce qu'il était c'est payé. pourtant pas un lieu idéal pour l'argent. La preuve, d'ailleurs, ensuite, on a des ennuis judiciaires. Alors, à Matignon, il était payé à l'époque un peu plus de 21 000 €. Quand on redevient simple député, entre guillemets, on touche environ 6 000 €. Donc il divisait par 3 son salaire. Or, il a un manoir à entretenir, il a des toitures qui fatiguent, il avait une piscine à creuser, il avait 5 enfants à élever. La tondeuse a changé, enfin bref. Bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il avait... on n'est pas là
dans l'accumulation de richesses indécentes. On est là plutôt dans la vie au quotidien. Et comme dit Henri Guénaud, quand Henri Guénaud, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, quand il parle de François Fillon, il dit ça gratte de tous les côtés, ça gratte, on gratte l'argent. Est-il le seul? Non, je ne pense pas qu'il soit le seul. En l'occurrence, en revanche, c'est le seul qui était dans cette position et qui en même temps est affiché une sorte de personnalité morale, intègre, absolue. Par exemple, quand il est devant les militants et qu'il dit «Imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen?» Ce genre de choses. On ne peut absolument pas se prétendre tout à fait intègre et représenter la France de l'intégrité quand on a derrière soi autant de casseroles. C'est ça le problème. Mais est-ce que d'après vous, il le pensait? Parce qu'on a différents types d'esprit double ou de mauvaise foi ou de fausse conscience, Gérard Vous Davet. avez raison. Au jour d'aujourd'hui, et après avoir vu François Fillon lors de son émission sur France 2, et savoir un tout petit peu comment se prépare sa défense, au jour d'aujourd'hui, il ne pense pas avoir commis le moindre délit. Il considère que tout le monde faisait ainsi, que la justice n'a pas à mettre son nez dans les affaires de la politique, en particulier du Parlement, et que sa femme Pénélope a joué le rôle d'une épouse d'élue et en même temps d'une assistante parlementaire. Il le considère vraiment, et donc aller démêler le vrai du faux là-dedans, je ne sais pas ce qu'il pense réellement dans son esprit, puisqu'il n'a jamais accepté de nous rencontrer. Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres hommes politiques? Alors, vous disiez que c'était un fait répandu, mais je vais être obligé de vous demander des noms, Gérard Davet, de nous dire dans quelle mesure ces comportements sont des comportements standards ou étaient des comportements Ils ont été répandus. très très nombreux à employer leurs femmes. Pour citer un exemple très récent, Bruno Le Maire, qui l'a reconnu. Mais Non, mais ça n'est pas nécessairement un problème. non, c'est pas un problème à partir du moment où la femme travaille, voilà. Ou la femme ou l'homme d'ailleurs, hein. Mais c'est plus souvent, malheureusement, dans l'autre sens. Non, je pense que ces comportements ont été l'apanage d'une sorte de classe politique à l'ancienne qui considérait qu'effectivement on pouvait vivre de la politique. Il faut se rappeler que Jacques Chirac a vécu de la politique toute sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il a accumulé des richesses de manière indue, même s'il a été lui aussi condamné. Mais c'est une classe qui a toujours considéré que la politique et donc la République étaient bonnes filles. Bon, dites-moi, Gérard Davet, le moment où tout ça a été révélé n'est quand même pas complètement anodin. En 2017, bien sûr que non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu un complot ou un agenda judiciaire et médiatique concerté. En vérité, ce qu'on sait, ce qu'on peut dire, c'est concrètement que quand on devient candidat à la présidentielle, qu'on gagne la primaire de la droite et qu'on est donc président putatif, vous vous rappelez que François Fillon était quasiment élu fin 2016 président de la République, eh bien là, il faut considérer qu'on va être passé au scanner des médias, au scanner de la justice éventuellement. Et les médias ont fait leur travail. Le Canard enchaîné a fait son travail. Il a enquêté et il a trouvé des éléments qui pouvaient montrer qu'effectivement, François Fillon avait des choses à se reprocher. Vous voulez dire qu'on a commencé à enquêter sur lui parce qu'il était en position d'être élu et qu'on ne l'avait pas fait avant, Gérard Davet? Je considère qu'effectivement, parfois, la presse d'investigation en France, mais c'est peut-être valable ailleurs, s'autorise quelques libertés en se disant on va vraiment investiguer sur quelqu'un quand il est en mesure d'accéder à des postes essentiels. Je pense que parfois, on gagnerait effectivement à enquêter sur les gens carrément très en amont, sans pour autant désigner des cibles, c'est très différent. Il ne faut pas viser quelqu'un, il ne faut pas jouer les Torquemada, il faut juste simplement se dire, voilà, on est là en face de personnes publiques qui ont un rôle politique, qui dépendent des deniers publics, et donc le boulot des journalistes, c'est d'enquêter. Bon, mais le Canard enchaîné a peut-être été aidé, je ne sais pas moi, par quelqu'un qui avait des entrées à Bercy. Vous voyez qui est-ce que cela pourrait être? Dans le livre, avec Fabrice Lhomme, on a vraiment été sur une ligne de crête, c'est-à-dire essayer de déterminer qui pouvait avoir intérêt à couler François Fillon sans pour autant dévoiler les sources du Canard enchaîné. Le secret des sources, on en parlera peut-être ensuite, est quelque chose d'essentiel pour les journalistes d'enquête. Donc on a une idée assez bonne maintenant et assez claire des ou de la Je personne vais être obligé de vous demander dans ce cas-là qui, qui vous pensez. qui ont facilité l'enquête du Canard enchaîné. Mais on ne le dira jamais, car le secret des sources des confrères, on a assez critiqué ceux qui portaient atteinte au nôtre, à Fabrice Lhomme et moi-même, pour ne pas s'en prendre aux collègues. Bon, Emmanuel Macron, allez, au hasard, il avait ses entrées à Bercy. Oui, mais la vérité, c'est qu'il y a plein d'hypothèses. On peut en soulever plein. Dans le livre, on en soulève quelques-unes et on va au bout des choses. Effectivement, à l'Assemblée, il y avait aussi les feuilles de paye de Pénélope Fillon sont accessibles très facilement malgré tout. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, pour avoir accès à ces fiches de paye, il fallait avoir accès à l'Assemblée et pas à Bercy. Oui, parce que les sommes révélées par le Canard enchaîné
toute l'enquête du Canard enchaîné a été totalement vérifiée et intégralement validée par la justice. Les sommes étaient exactes à la virgule près. Il fallait donc avoir accès à des sommes qui étaient, pour le coup, extrêmement véridiques et extrêmement détaillées. Bon, mais là, encore une fois, le problème, ce ne sont pas tant ces sommes que l'effectivité du travail. On est bien d'accord. Pour Marc Ladreit de la Charrière, même chose. Ce monsieur a tout à fait le droit de salarier qui il veut. Ensuite, il peut y avoir différentes interrogations si on a du mal à jauger de l'effectivité du travail, Gérard Davet. On est bien Il d'accord. y a également un agenda qui a été fixé. Alors vous dites, l'intérêt pour François Fillon s'est fait jour lorsque celui-ci est devenu présidentiable, avec effectivement une position de favori. Lorsque on a vu la précipitation de la justice, est-ce que ça n'est pas quelque chose d'un peu étonnant? D'habitude, les Français se plaignent que la justice va lentement. Pour François Fillon, d'abord, elle est allée très vite et ensuite très lentement. Et c'est ce qu'on révèle aussi dans ce livre, Apocalypse, c'est qu'avec Fabrice Lhomme, nous avons pu recueillir le témoignage d'un très haut fonctionnaire, un très haut magistrat plus précisément, qui était président, Jean-Michel Ayat, qui était président du tribunal de grande instance de Paris. C'est lui qui désigne statutairement le nom du juge d'instruction qui va enquêter sur l'affaire Fillon. Il désigne Serge Tournaire. Et ce n'est pas anodin, il le désigne très vite. Il nous explique concrètement pourquoi, de manière tout à fait... Pourquoi? Pourquoi? Parce que Serge Tournaire était le juge le plus efficace et le plus à même d'enquêter rapidement sur François Fillon. Quand on désigne Serge Tournaire, on désigne un chasseur. C'est un chasseur de l'instruction. C'est quelqu'un qui va aller au bout des choses et qui se fiche éperdument de l'agenda politique. Et ça, c'était très important parce que quand on le désigne, on sait pertinemment que ces enquêtes vont venir entraver l'agenda politique. Bon, mais on a évidemment des interrogations parce que d'abord, l'enquête va très 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 vite. Elle se déroule pendant la présidentielle et elle percute la présidentielle. Et puis, regardez, aujourd'hui, il a fallu attendre de nombreux mois pour qu'il y ait ce procès. Et ce procès, il arrive en pleine municipale. Oui, alors ça, pour le coup, l'audiencement des... Vous savez, il y a des élections tous les ans en France, hein. Donc l'audiencement des procès, très honnêtement, c'est une partie très compliquée à mener pour le parquet financier parce qu'il y a tellement de procès et tellement d'élections qu'on n'en tient pas compte d'élections, en fait. Le vrai truc, c'est mener les enquêtes et mettre en examen un candidat à l'élection présidentielle, le mettre en examen juste avant l'élection présidentielle. Là, c'est vraiment significatif. Gérard Davet, vous signez avec Fabrice Lhomme, Apocalypse, les années Fillon, c'est aux éditions Fayard. On se retrouve dans quelques instants. Avec plaisir. On va évoquer la presse d'investigation et on parlera aussi d'un autre homme qui va également passer en procès, Julian Assange, dont le procès s'ouvre cette semaine à Londres. Vous serez rejoint par Olivier Tesquet qui signe un ouvrage consacré à Assange. Il est 8h sur France Culture, très bon réveil.